C'est la troisième guerre mondiale, les amis. Ouais, je Ouais, sais. mais attends, parce que là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vas-y. J'ai vu qu'il y a de l'Iran qui vient de tirer des genre 200 missiles sur Là, tout de suite, Israël. là? Ouais, il y a genre 2-3 heures là, hein. 180 missiles au total ont été tirés par l'Iran selon l'armée israélienne. Il y a eu 2 blessés légers en Israël selon les secours. Donc en gros, tous les missiles ont été détruits avant d'arriver. Dans tous les Ouais. cas, le système de défense israélien, qui est en partie appuyé par d'autres armées occidentales, est extrêmement résistant aux attaques de missiles et aux attaques aériennes. Donc déjà, tout le monde sait que c'est un peu symbolique d'attaquer Israël par l'air, puisque tout va être intercepté. Mais la grosse différence, c'est que là, c'est l'Iran qui attaque directement. Or, dans la journée, les États-Unis ont dit que si l'Iran attaquait, les États-Unis allaient réagir et défendraient Israël. Donc là, effectivement, on est en direct du début d'une guerre mondiale, peut-être. Bah ouais, après les tirs de 180 missiles iraniens en Israël, ça elle promet une réponse et des conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la situation, justement? Parce que moi, j'étais en live. En fait, je crois qu'ils ont tiré quand j'ai commencé le live. Parce que j'ai vu des notifs qui ont commencé à apparaître. Mais, euh, mais je pouvais pas suivre en direct parce qu'on était en train de parler avec Chouf. J'étais pas au courant. Ouais, bah moi non plus en vrai. Ouais, c'est C'est vraiment... c'est une folie quoi. ouais. Peut-être qu'avant de pouvoir parler de ce qui se passe avec l'Iran, puisqu'on n'a pas encore assez d'infos, on peut déjà revenir un peu sur ce qui s'est passé avec le Liban. D'ailleurs, d'abord, il y a eu l'attaque Vas-y. des beepers. Il y avait plein de mots qui étaient utilisés par les médias pour ne pas dire terrorisme. Mais en fait, il faut dire clairement ce que c'était. C'était une attaque terroriste de la part des services secrets israéliens de faire exploser tous ces beepers. Mais il voulait pas dire que c'est du terrorisme parce que ça voudrait dire que Israël utilise des pratiques terroristes. Or, l'Occident essaie de construire toute sa légitimité militaire sur la lutte contre le terrorisme. Et c'est là qu'on Oui, voit oui. la faillite du modèle occidental, parce qu'en fait, le terrorisme, c'est pas un truc absolu. Le terrorisme, en fait, c'est une tactique de guerre qui est généralement utilisée quand on est une armée, enfin quand on n'a pas vraiment d'armée légale et qu'on ne peut pas réagir face à une armée plus forte. Donc là, il va y avoir des groupes qui utilisent le terrorisme, mais ça peut être dans plein de contextes. Il y a le terrorisme islamiste ou islamique, mais il y a aussi eu des terrorismes d'extrême gauche, d'extrême droite, de plein de courants politiques dans l'histoire. C'est une forme qui est très régulièrement utilisée par des groupes qui veulent faire de l'action politique alors qu'ils n'ont pas de grosses armées. Mais ce qui est plus grave et ce qui est plus rare, c'est quand des armées constituées utilisent le terrorisme. Ça déroge aux règles de la guerre, parce que quand tu as une armée, tu utilises ton armée, tu Oui. fais pas des tactiques terroristes. Sauf que l'armée israélienne, c'est une armée qui s'est constituée sur la base d'un mouvement terroriste, puisque dans la création de l'État d'Israël, tu avais un mouvement terroriste qui attaquait notamment les colons britanniques qui étaient en Palestine. J'en ai parlé dans la vidéo sur le conflit Israël-Palestine, si vous vous rappelez bien de cette vidéo, enfin sur la guerre, le génocide en cours à Gaza. Merde, bon, je vais pas remettre l'image si je la remets quand même. Hop. Donc il y a cette vidéo que j'ai fait, Histoire coloniale derrière la guerre Israël-Palestine. Et ben en fait dans cette vidéo j'explique qu'au début même enfin avant l'indépendance d'Israël, t'avais des juifs qui faisaient des actions terroristes contre les colons britanniques, puisque c'était les colons britanniques qui étaient sur le territoire de la Palestine. Et c'est ces doctrines Ok. militaires qui donnent naissance ensuite à l'armée israélienne quand l'État devient indépendant. Donc de base, il y a déjà une doctrine terroriste au fondement même de cette armée. Mais pareil, les résistants en France contre les nazis, ils utilisent le terrorisme. Tout le monde utilise le terrorisme. Et donc, avoir construit tout un argumentaire de la lutte contre le terrorisme et avoir réduit le terrorisme à certains mouvements islamistes, bah là, c'est une technique qui va plus fonctionner. Ça, je trouvais ça intéressant. Ouais, ouais, non mais t'as raison en vrai. Ouais, surtout qu'il se base sur le 7 octobre et c'est genre contre enfin, c'est le discours de base qu'ils emploient et du coup ils peuvent pas se rallier à ce truc-là. C'est ça, ils peuvent plus Ouais, contredire le truc. Et c'est bête parce qu'ils auraient pu expliquer très bien que le terrorisme c'est une tactique comme les autres, mais qu'ils luttent contre ces mouvements politiques. Enfin, tu vois, c'était possible d'expliquer la chose autrement. Bref. ouais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe avec le Liban? On regarde, donc ça fait quelques jours, il y a eu des frappes très violentes dans le sud du Liban, et pas que le sud d'ailleurs, dans la capitale aussi, à Beyrouth. Et on regarde un peu ce qui a été dit. Là, c'est sur France 24. C'est un fait majeur dans ce Proche-Orient sur le feu depuis près d'un an. L'armée israélienne a donc franchi dans la nuit la frontière libanaise, ou plutôt Ça, c'était il y a 10 heures que la vidéo est sortie. Donc c'était cette nuit qu'ils ont franchi la frontière, je crois.
La ligne bleue qui sépare le Liban d'Israël. Après 2 semaines d'une offensive meurtrière et inédite par son ampleur contre le Hezbollah, Israël dit mener dans le sud Liban, je cite, des opérations terrestres limitées, localisées et ciblées contre les... Limité, localisé et ciblé, ça c'est un discours qu'on a trop entendu. Je sais pas Ouais. comment tu peux continuer à dire ça, quoi. Alors que, enfin, et Bon. moi, ce que je comprends pas, c'est ok le Hezbollah et tout. Enfin, non, mais si je comprends mieux. Enfin, je pense que j'ai compris maintenant, mais c'est que ils utilisent encore l'excuse du Hezbollah pour faire ces attaques-là et les terroristes, etc. Mais on est d'accord qu'ils veulent tout. C'est dans l'objectif de s'étendre en fait, c'est ça? Bah, on va voir ce que ça va donner, sachant qu'on va voir un peu l'histoire du Liban. Il y a déjà eu une extension d'Israël jusqu'à Beyrouth. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Ok. C'est pas du tout un truc Ok. nouveau. Et du coup, là, ce qui fait beaucoup peur aux Libanais, peu importe leur parti et peu importe leur lien avec le Hezbollah, parce qu'il y a des gens qui sont concrètement des opposants au Hezbollah au sein du peuple libanais, mais peu importe, tout le monde est inquiet de voir recommencer un truc qui s'est déjà produit il y a quelques années, quoi. Et ouais, là, les éléments de langage sur le fait de dire tout est calculé. On a déjà eu plus de 20 ans de guerre contre le terrorisme en Afghanistan et de frappes ciblées en Syrie et en Irak. On voit le résultat, c'est le chaos. En Libye, Ouais. pareil. Et pourtant, ils continuent à dire ça, quoi. C'est ouf. Position du groupe armé chiite, par ailleurs pilonné par des frappes. Le Hezbollah qui en retour a envoyé des roquettes. On vous retrouve à Beyrouth, Serge Berberi, vous êtes notre correspondant au Liban. Bonjour Serge, est-ce que les Libanais redoutent une invasion israélienne dans le sud Liban comme ils l'ont connu en 2006 ? Là, tu vois, c'est intéressant qu'elle contextualise directement historiquement. 2006, ça a déjà eu lieu. Et justement, le leader du Hezbollah qui a été tué dans les frappes, c'est celui qui symbolise le fait que le Hezbollah avait chassé Israël du sud Liban, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il avait beaucoup de puissance politique et qu'il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient, parce que c'est lui qui a débarrassé, entre guillemets, le sud Liban de Israël. Bonjour, eh bien vous savez, l'offensive terrestre... Attendez, on va pas regarder ça, mais on va regarder plutôt un truc sur l'histoire du Liban, du coup, pour nous remettre un peu de contexte. J'avais noté à 1 minute pile poil. Hop, classé sur Arte. Dessous des Le cartes. conflit israélo-palestinien, la guerre en Syrie, la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ah oui, le titre c'est Liban, les guerres des autres, parce que le Liban se retrouve toujours pris dans des guerres au milieu avec d'autres forces. Je suis en train de me dire peut-être que ma caméra va me lâcher. Si c'est le cas, je passerai sur ma webcam. Je crois que j'ai plus de batterie. Le tout avec un système politique qui favorise les logiques communautaires et les ingérences étrangères. Sortons nos cartes. Là, ça va être très important de comprendre c'est quoi l'histoire politique du Liban pour comprendre pourquoi on en est là. Le Liban est situé sur la rive orientale de la Méditerranée. Il a pour voisins la Syrie, Chypre et Israël. C'est un petit pays au relief accentué, encadré par 2 hautes chaînes de montagnes. Donc c'est-à-dire que c'est dur de traverser le Liban comme ça, puisqu'il y a des énormes montagnes. Donc ça fait vraiment des espaces assez différents et assez séparés, même au niveau des populations et des déplacements de population. Un territoire contrasté, habité par 18 communautés de confessions différentes, au sein desquelles les chiites, les sunnites et les chrétiens sont majoritaires. Ce morcellement du territoire libanais se retrouve dans le fonctionnement politique du pays depuis la reconnaissance de l'émirat du Mont-Liban en 1800 par le pouvoir ottoman. Alors, un truc trop important à comprendre sur ça, c'est que, en fait, donc il y avait l'émirat du Mont-Liban, ce qu'ils viennent de dessiner ici, qui était donc une province à l'intérieur de l'Empire ottoman, qui était un énorme empire. Il y avait la Syrie, la Palestine, il y avait plein de choses dedans. Et cet émirat du Mont-Liban, il a été reconnu en grande partie parce que l'Empire ottoman était très connecté avec les élites françaises. En fait, la France avait beaucoup d'influence au niveau de l'économie, des dettes. Enfin, l'Empire ottoman avait beaucoup de dettes envers la France, et au niveau de l'administration, je crois que c'était le français la langue administrative de l'Empire ottoman. Il y avait plein de liens avec la France, et la France avait beaucoup d'intérêt dans cette région de l'émirat du Mont-Liban, parce que depuis l'époque des croisades et tout au long de l'histoire, la France a entretenu des liens avec les chrétiens maronites, qui sont donc une communauté chrétienne, enfin une forme de christianisme qui existe dans cette région. Et du coup, la France a tout fait. Il y a comme une sorte de pacte et d'intérêt pour la France à donner plus de pouvoir aux maronites dans cette région. Et du coup, elle a influencé le plus fort possible. C'est-à-dire que c'est pas la France qui a fait, hein. Les maronites se sont battus aussi pour leur autonomie, mais la France a énormément appuyé ce truc-là pour la création de cet émirat du Mont-Liban qui donnerait, dont le fonctionnement politique permettrait aux maronites
d'avoir de l'autonomie en fait au sein de l'Empire ottoman. Du coup ça c'est important à comprendre parce que on voit déjà l'influence et l'impact de la France et ça explique pourquoi la France est si attachée au Liban particulièrement. Vous verrez rarement des déclarations comme ça sur la Syrie ou sur la Jordanie, jamais. Mais sur le Liban, ce sera toujours sur le Liban. Ouais. Okay. Ce sont alors les chrétiens maronites et les druzes, une branche de l'islam, qui se partagent le pouvoir dans un régime baptisé Mutassarifia. Ça, c'est grâce aussi beaucoup donc, à l'influence française. Ça permet de dire il faut tant de pourcents de telle communauté religieuse, tant de pourcents de telle communauté religieuse dans le gouvernement de l'émirat du Mont-Liban, qui lui-même est soumis à l'Empire ottoman. Après la chute de l'Empire ottoman, le Liban passe sous la tutelle française qui... Et donc là, vous comprenez ce truc. Il y avait déjà le projet de morcellement de l'Empire ottoman. Enfin, fin de la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre se répartissent l'Empire ottoman. La France va prendre l'émirat du Mont-Liban. Elle va changer ses frontières pour transformer ça en Liban. Et elle va remettre en place ce système politique communautaire sur la base d'un recensement. Et là, ils vont pas parler du recensement dans cette vidéo. Mais en gros, la France organise un recensement pour voir combien de pourcents de telle communauté il y a au Liban. Okay. Ce qui va permettre d'attribuer des sièges politiques à chaque communauté en fonction de sa population. Sauf que ça, c'était le truc de 1920. Et jamais ce recensement ne va être fait à nouveau. Donc on est toujours basé sur les chiffres. Je crois que c'était celui de 1920. En tout cas, on est basé sur des chiffres très vieux. Et les sièges politiques sont toujours attribués aux communautés selon ces trucs que les Français avaient mis en place. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Maintient le... Juste un truc, c'est énorme quand même. J'avais jamais vu le drapeau français avec un autre truc en plus. Ah si, bah tous les protectorats et les colonies avaient des drapeaux comme ça. Ah bah c'est ce que j'avais demandé. Ouais. C'est ce que j'avais demandé. Ok. Si. Donc ça, c'était l'ancien drapeau donc de l'émirat du Mont-Liban devenu protectorat français, qui va ensuite devenir le Liban. Le système de gouvernance communautaire. Soutenu par la France, le pays étend ses frontières et intègre des populations majoritairement sunnites et chiites. Là, ils disent soutenu par la France, mais c'est pas vrai. C'est un protectorat fucking français. C'est juste la répartition coloniale. C'est la France et l'Angleterre qui tracent les lignes de comment ils se répartissent le territoire. Donc voilà. Et dans ce territoire, ça reste encore une fois plutôt les maronites qui vont avoir le pouvoir politique. La Mutassarifia va évoluer vers un système républicain avec répartition des pouvoirs entre chrétiens, sunnites et chiites. Depuis l'indépendance en 1943... Donc là, pareil, il y a eu une grosse révolte des Libanais pour obtenir leur indépendance puisqu'ils étaient sous protectorat français. Donc ils se sont battus contre les Français, même s'il y en a qui ont... Enfin, c'était pas la bataille, la guerre la plus durable. Ça n'a pas duré le plus par rapport à l'Indochine ou autre. Mais il y a quand même eu un vrai conflit, un vrai combat politique et militaire pour obtenir l'indépendance du Liban. Et je crois que c'est même la première indépendance des colonies françaises, le Liban, je crois. 18 communautés qui vivent dans le pays n'ont cessé de se confronter sur fond de conflits régionaux. Bref, là on a un peu le contexte, mais je trouve que c'est trop important pour comprendre. Vas-y, ouais, tu voulais dire? Ok. Non, vas-y, ouais, justement, la suite. Ouais. Et après, on avance un peu à... Attends, 4-13, tac... Voilà, là on va parler de la première invasion. Donc il y a plein de guerres qui se passent. Donc ensuite ils subissent la guerre à la fois via la Syrie, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite. Enfin tout le monde fait des guerres dans le coin. Et le Liban se retrouve à chaque fois au creux, enfin au milieu de tout ça, quoi. Ouais. Et donc là il va y avoir l'invasion israélienne. Occupe une partie du territoire libanais en 1978 en installant une zone de sécurité le long de sa frontière. Donc là, voilà, c'est ce qu'ils vont sans doute faire encore une fois. Ça, c'était 78, vous voyez. Et ça va avoir lieu plusieurs fois dans l'histoire. Puis en 1900, l'État hébreu envahit le Liban jusqu'à Beyrouth. L'OLP est chassé du Liban après 2 mois de bombardement sur la capitale libanaise. Tu vois, là, ça fait un bail, ça. Israël tente alors d'imposer comme président le leader des milices chrétiennes, Béchir Gemayel, afin d'en faire un allié politique. Mais ce dernier est assez... Alors là, il faut dire que les milices chrétiennes, du coup, c'est des mouvements souvent d'extrême droite hyper violents à ce moment-là que Israël va soutenir. Il y a une énorme guerre civile extrêmement meurtrière au Liban. Assassiné par Damas. En représailles, les milices chrétiennes massacrent des milliers de civils palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila. En 1900, la commission Kahan conclura à la responsabilité indirecte d'Israël qui n'a pas pris les mesures appropriées susceptibles d'éviter le massacre. L'armée israélienne fait alors... Là, vous captez un peu ce qui peut faire peur à tous les côtés au Liban
quand on pense à une invasion éventuelle israélienne, quoi. Là, j'ai oublié la date, là. 1980, je crois. Ouais. Face à une insurrection populaire libanaise qui l'a contraint à se replier au sud du pays sur sa zone de sécurité. Ce retrait va donner l'avantage à la Syrie, présente au nord et à l'est, et va rebattre les cartes des forces en présence. 2 nouvelles milices, Amal, pro-syrienne, Ok. et le Hezbollah, pro-iranien, s'imposent et rivalisent pour le leadership de la communauté chiite. Les chiites Mais tout ça, il faut dire que ça se passe dans un Ok. contexte où le système politique libanais est tellement foireux à cause de ce truc de répartition des sièges par communauté religieuse que l'État libanais n'est pas capable de réagir. C'est pour ça qu'ils se font à chaque fois bouffer par tous les côtés. Et du coup, c'est un système hyper Ouais. corrompu qui est l'héritage colonial. C'est ça le truc trop foireux dans cette histoire, quoi. Ouais. Juste un autre truc là, c'est est-ce que moi je vois les trucs en mode économique un peu, les Ouais. colonisations et tout ça. Est-ce que cet endroit-là c'était pour le pétrole ou est-ce qu'il y avait des ressources rares à cet endroit-là ou alors ou c'est juste pour envahir des terres qu'on va là-bas, tu vois? Non, alors là, la particularité de cette région, c'est que bah déjà, c'est un peu des berceaux de civilisation aussi bien juive, Ouais. enfin tout ce qui est judéo-chrétien et même musulman, c'est Ouais. tous les berceaux sont là. Donc il y a une vraie importance pour beaucoup de nations d'être là, et c'est aussi le carrefour du monde entre l'Afrique, l'Europe, et Ouais, du ok. coup, c'est plus du positionnement stratégique. Et au niveau de l'ouverture sur la Méditerranée et des possibilités de circulation, c'est trop important pour tout le monde d'avoir son pied-à-terre, entre guillemets, au Moyen-Orient, en fait. Et c'est pour ça que les Français et les Anglais vont vraiment investir de ouf ça. Et après, il y a bien sûr le pétrole et tout, mais ça, c'est plutôt en Irak. Et enfin, il y a des Ouais, ressources, mais c'est pas ça Pas le le... même endroit. Ouais, c'est pas ça le principal truc. C'est vraiment de la géopolitique, en Ok. fait. Et de Ouais, ouais, l'influence, ok, tu ok. vois. Ouais, je capte. Sauf pour Israël et les peuples sur place, les Palestiniens, etc., qui ont juste besoin de vivre, d'avoir des maisons, Oui. de pouvoir avoir leur champ. Oui, ils sont là. Ouais, c'est clair. C'est ça. Ils se font Ils tomber sont dessus juste par là, toute en la fait. géopolitique mondiale, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a du pétrole au Ok. large exploité par Total. Ok. chiites du sud du Liban ont été les principales victimes des répliques d'Israël contre l'OLP et le gouvernement libanais, administré par les maronites et les sunnites, les a délaissés. Dans le même temps, l'Iran, devenu une république islamique en 1900, s'impose dans la région auprès des populations chiites. L'imam Khomeini et son successeur chercheront par tous les moyens à nuire aux États-Unis et à leurs alliés, tout particulièrement Israël. Et là, c'est un truc qui est important à comprendre aussi, c'est que l'Arabie Saoudite fait partie, là sur cette carte en tout cas, des alliés des États-Unis, mais c'est le cas même jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc c'est aussi ça qui se joue. C'est pour ça que parfois vous avez des rois, enfin des royaumes comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pays arabes entre guillemets ou musulmans qui réagissent pas de ouf. Hein. Et donc il y a tout ça qui se joue aussi. Il y a plein d'échelles de conflits en même temps. Ouais, ok. Attends, et Putain, après... c'est si grand que ça, l'Iran. Moi, je voyais ça Ah non, c'est énorme l'Iran. pas si grand, quoi. Et pareil, du coup, Israël, pas si petit, quoi, du coup. Ouais, Israël c'est tout Mais petit. ouais. Le Liban aussi. Non, l'Iran c'est Et énorme. le Liban, pareil, ouais. Et Ouais. puis l'Iran, pareil, dans l'histoire du monde, c'est un territoire trop important, quoi. Ouais. Ok, on passe par vite fait ça pour comprendre ce que ça a fait la mort de Nasrallah. C'est 3 minutes. Donc, c'est le chef du Hezbollah, C'est lui. ça, le chef du Hezbollah qui a été tué dans une Ok. frappe il y a quoi? Il y a 2 jours, 3 jours? Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Le leader du Hezbollah depuis 1992. Le Hezbollah, c'est à son origine, en 1982, une milice armée par l'Iran pour repousser Israël, milice classée terroriste par les États-Unis et par l'UE, notamment après une vague d'attentats dans les années 80. Mais le Hezbollah, c'est aussi devenu un parti politique assurant des missions sociales dans les zones du Liban qu'il contrôle d'une main de fer. L'occasion pour nous, après la mort de Nasrallah, ce moment de rupture dans l'histoire du Proche-Orient, d'en mesurer les conséquences, d'abord pour le Liban et pour les Libanais. Sortons nos cartes. Le Liban est un Alors, juste petit un pays truc. de 10 000 Ouais. km². Mais effectivement, là, ils redisent que... Enfin, là, elle réexplique que c'était le Hezbollah qui est un truc terroriste, défini comme terroriste par l'UE et les États-Unis. Ouais. Du coup, aujourd'hui, si Israël fait la même chose, alors que c'est les États-Unis et l'UE qui les ont mis là-bas, ils peuvent pas dire, bon, bah, on a fait une connerie, les gars, en fait. On a mis des terroristes à cet endroit-là aussi. C'est clair. Non, mais c'est ça, la notion de terroriste,
c'est complexe de s'en servir comme argument de défense ou d'attaque. C'est trop... C'est une tactique de combat, quoi. Donc ça peut être employé par plein de gens différents. Et ça peut se retourner contre ceux qui le mobilisent. Soit l'équivalent du département français de la Gironde. À l'ouest, il partage une frontière maritime Hezbollah, la plaine de la Beka, qui couvre un tiers du territoire. C'est le grenier agricole du Liban. Le Liban ne compte que 6,2 millions d'habitants. Il faut donc mesurer ce que signifie à l'échelle d'un si petit pays le déplacement ces derniers jours suite aux frappes israéliennes de plus d'1 million de personnes, le tout avec des services publics défaillants. C'est ça le truc, c'est que c'est un pays qui est quasiment en faillite, qui n'arrive pas à gérer quoi que ce soit, qui se retrouve avec des mouvements de population énormes. Ça, là, il y a le mouvement d'1 million de personnes à cause des tirs des derniers jours, mais avant ça, il y avait eu plein de mouvements avec toutes les guerres avec Israël, avec la guerre en Syrie, avec plein de choses. C'est un pays, en fait, nous, on est là à parler d'immigration en France, alors qu'on est une métropole coloniale avec full thune et full sécurité. Mais alors eux, tu vois, on dit à chaque fois accueillir toute la misère du monde, je sais pas quoi, mais c'est vraiment qu'on se prend pour, je sais même pas comment les gens en France peuvent dire des choses comme ça. Alors qu'un pays comme le Liban, il prend plus d'1 million de déplacés, ça n'a rien à voir, tu vois. Bah ouais, je sais pas. On a une peur, c'est pas la même peur en vrai, on n'est pas dans la même situation. C'est clair. On croit qu'on va ils croient qu'on va leur voler leur bouffe ou leur terre ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont beaucoup trop de choses, tu vois, tandis que eux, c'est la guerre, vas-y viens frère, c'est ok. En situation de guerre, il se passe plein de trucs, mais c'est pas ce dont on a peur, quoi. Bon, bref, on va, je pense, s'arrêter sur le Liban, parce que moi, je crois que j'ai presque plus de batterie dans mes différents appareils. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!